L'histoire, avec un grand H, ne se cache pas toujours dans les châteaux, dans les palais ou sur les lieux des plus grandes batailles. Parfois, elle se dissimule dans les murs d'une jolie maison, d'une petite cité. Dans la série de podcasts La Maison du Docteur, enquête sur un lieu de mémoire, réalisée en 4 épisodes, nous nous intéressons à une maison de soins en passe d'être réhabilitée, située à Lomme, près de Lille, dans la cité de la Délivrance. Épisode 3, dans le cœur de la maison. Dans ce 3e épisode, Pierre Aigneret nous emmène enfin découvrir cette maison mystérieuse. Sur place, nous évoquerons avec Thérèse Barre et Joël Ferraille, qui ont travaillé à la Maison du Docteur, les souvenirs des lieux. Donc là, nous sommes dans la rue Chrétien, c'est la rue qui sépare la place Beaulieu où nous nous trouvions de la place Dompsin, du nom d'un cheminot qui est mort, qui a été fusillé. Distribue cette place, l'école Pasteur, qui n'existe plus, les terrains de sport qui eux existent toujours. Elle distribuait l'aspect sanitaire avec le dispensaire et la bibliothèque qui est de l'autre côté. Donc toute cette place était d'une importance primordiale et en plus avait une audience terrible parce qu'il y avait ce qu'on appelle tous les ans au mois de juin la Grande Ducasse. C'est quoi ? Eh bien, ce sont toute une assemblée de manèges, mais qui attiraient tous les environs. Il y avait des manèges pleins jusque dans cette rue, et ça laisse des souvenirs extraordinaires à tous ceux qui l'ont fréquenté. Et donc, l'école Pasteur étant là, on était tous là en classe, et on voyait arriver les roulottes. La classe s'arrêtait. Et la fête foraine poursuit sa rengaine. Une cité en autonomie, en autarcie, vivant sur elle-même, pas de bistrot, pas d'église, pas de syndicat, pas de politique, et tout va bien. En tant que gamin, je l'ai vécu comme ça. C'était une vie surveillée, c'est évident, une vie contrainte, c'est sûr. Il y avait un panneau à l'entrée qui disait ici silence. Oui, silence. Pourquoi ? Parce qu'on faisait les 3-8. Mon père a fait les 3-8 toute sa vie. Moi, j'ai dans l'oreille le bruit des wagons qui s'entrechoquent, nuit et jour. Les haut-parleurs criant leurs ordres. On voit cette maison, qui n'est pas en très bon état. Donc c'est par là les patients entraient ? Qu'on entrait. Par l'espèce de véranda qu'on voit là ? Oui, c'est ça. Donc là, on voit que les toits sont crevés, voire même pour la plus grande partie. Vous imaginez, il n'y avait que quelques tuiles enlevées. Et puis voilà ce que c'est devenu en 12 ans. Et donc la frise qui va être récupérée, on la voit là, où il est indiqué dispensaire d'hygiène sociale. Les premières photos qu'on a de cette maison, il n'y a rien. Donc c'était bien une maison de docteur. On imaginait le bureau et peut-être au 2e étage une femme d'entretien du local, des choses comme ça, quoi. Enfin, c'est une maison majestueuse. C'est une grande bâtisse. C'est une belle bâtisse, oui, majestueuse. C'était le porche côté service social, donc il y avait une salle d'attente en arrivant. À droite, il y a eu le secrétariat, après j'avais mon bureau. Et la partie droite était réservée à la protection maternelle et infantile. Là, je vois qu'il y a Joël Ferraille qui arrive, qui était aussi assistante sociale dans le bâtiment dans sa carrière. Bonjour. Bonjour. Allez, racontez-moi votre premier jour quand vous arrivez ici. Quelle fut ma surprise de voir cette petite maison si sympathique, ce jardin magnifique, fleuri. J'ai été accueillie par Madame Bidot, la secrétaire, et Mademoiselle L'Étoile, qui était l'assistante sociale déjà depuis plusieurs années. Donc j'ai découvert une maison pleine de vitres, des parois vitrées partout. Mon bureau en lui-même était carrelé, vert et blanc au sol.
Il y avait des armoires sur tout le tour, en fait des paillasses carrelées, puisque ça devait être à l'origine le bureau du médecin. Mon bureau donnait aussi sur le secrétariat et chaque matin, je voyais arriver le garde champêtre à vélo avec sa casquette qui distribuait le courrier et qui donnait en même temps les petites nouvelles de la cité. Il y avait juste à côté la consultation de nourrissons tous les mardis après-midi. Donc le mardi matin, c'était Madame Lombard qui installait toutes les tables pour changer les bébés. La consultation des nourrissons attire de nombreuses mamans qui viennent présenter régulièrement leurs enfants à des spécialistes entourés d'un personnel qualifié. Il y avait le pèse-bébé, il me semble bien que c'était encore un pèse-bébé avec les poids qu'il fallait glisser sur des tiges pour trouver le poids exact du bébé. C'était un travail d'artiste. Madame Bidot à côté tenait ses registres, elle était arrivée avec son gros classeur en fer et elle sortait le dossier de chaque enfant. On pesait, on mesurait, on notait tout ça sur le carnet de santé. On donnait éventuellement quelques conseils d'alimentation, sur le sommeil et autres. Il y avait aussi la halte garderie quand tu étais au centre social. Alors je ne sais plus si c'était 2 ou 3 après-midi par semaine, il y avait la halte garderie. Ce qui était une très bonne chose pour les mamans, ça leur permettait de sortir de chez elles et de pouvoir avoir un tout petit temps de vie personnelle. Et moi je m'installais derrière le comptoir en bois, peint en verre pâle bien sûr, comme toute la maison. Tout était peint en verre pâle? Oh oui. Alors le carrelage déjà était un moucheté de vert et noir. Tous les meubles étaient en verre pâle. Ça devait être une couleur représentant l'hygiène. Vous trouvez pas ça très joli? C'était pas super joli. Et à l'étage, déjà quelques marches avant d'arriver, il y avait déjà une odeur de savon qui m'arrivait dans le nez, qui sortait de la salle de bain, mais alors vraiment préhistorique, qui était peinte en Verre pâle. Vous avez gagné. Avec une grosse baignoire, avec des pieds comme des pattes de lion. Pourquoi ça sentait le savon comme ça? Parce qu'il devait y avoir une certaine dose d'humidité dans le bâtiment. Je pense que c'est pas tout à fait toujours le savon que ça sentait, c'était plus il y avait des relents. Moi, j'allais pas trop dans cette pièce-là parce que c'est vrai qu'il y avait quand même. Je n'y allais pas, mais la porte était toujours ouverte, donc ça sentait sur le palier. Dans la salle à manger qui était prévue pour le docteur, j'étais donc face à une grande cheminée couverte de briquettes rouges. Comment ça se passait? Les gens venaient en consultation quand ils avaient un problème? On avait des permanences, donc les familles savaient qu'elles pouvaient nous trouver, nous rencontrer à ce moment-là. Donc il y avait une salle d'attente juste à l'entrée, avec des fils à linge en travers, où on faisait sécher le linge de la halte garderie. On en est toujours dans le même système. C'était quoi les problèmes des familles à cette époque? C'était beaucoup de difficultés financières. Des problèmes de couple aussi. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'à cette époque-là, on venait nous voir en disant « Bon, ça ne va plus avec mon mari, qu'est-ce que je peux faire pour retrouver un terrain d'entente ?» Et petit à petit, on venait me voir en me disant « Bon, ça ne va plus avec mon mari, à quoi j'ai droit si je m'en vais ?» Ça m'avait vraiment beaucoup frappé au niveau de l'évolution des mentalités. Où les femmes prenaient leur indépendance, leur responsabilité, s'assumaient, ne voulaient plus subir certaines situations, se disaient qu'elles pouvaient travailler, mener leur vie et prenaient leur envol. C'est vrai qu'ici, on était au cœur des familles, donc, des logements des familles, donc on rencontrait aussi les enfants, même des ados qui pouvaient venir nous voir quand ils nous connaissaient. Ça pouvait être des difficultés de relations avec leurs parents, des problèmes scolaires. Il y en avait certains qui, comme ils nous connaissaient, dès qu'il y avait un souci, allez hop, on venait voir l'assistante sociale. On faisait aussi des visites à domicile, donc c'était très varié, quoi. En fait, on était dans tous les domaines de la vie, en fonction des demandes des personnes. Et alors ce joli jardin là, il n'est
Il n'existe plus. Il était entretenu par un jardinier, il y avait des roses. C'est pas pour rien qu'on appelait la cité de délivrance la cité des roses. On suivait les saisons avec des fleurs différentes. Et le petit carré de sable derrière, alors là vraiment c'était très très mignon. Au soleil. Au soleil, oui. C'est vrai, quand il faisait beau, c'était agréable. Le midi pour manger, on se mettait un peu au soleil. C'était une maison qui avait beaucoup de cachets, qui était le signe de toute une époque, avec ne serait-ce que cette mosaïque centre d'hygiène sociale, qui est un terme complètement désuet, mais qui reflète bien l'époque. Elle avait vraiment du cachet, cette maison. Donc là, on va aller à la rencontre vers l'école ménagère. Et on va rencontrer mon ancienne collègue Monique Hano, qui était technicienne en ESF à l'école ménagère, enfin au centre ESF en économie sociale et familiale. Et on a beaucoup travaillé ensemble aussi, donc on va aussi expliquer le travail qu'on a mené ensemble. À cette période de changement, justement. Voilà, Donc. c'était cette période de changement de la cité. Ah oui, je crois qu'elle nous attend. Ah oui, Monique. Bonjour. Donc je vais dire un petit peu que tu avais travaillé ici. Donc Eh oui, je suis arrivée en 69 ici. Donc on accueillait les enfants, les dames pour des cours de couture, des cours de cuisine, des cours du soir aussi. On en est jusqu'à 120 enfants. Le jeudi à l'époque. On occupait les enfants aussi avec des animations qui se faisaient à la Galette des Rois, la fête de Sainte-Catherine surtout, les filles... Il y avait des petites soirées dansantes, on préparait tout ça, des filles qui préparaient leur robe de mariée. Oui, c'était un lieu de rencontre. Oui. Thérèse me disait que vous aviez travaillé ensemble. Voilà, moi je suis arrivée en 88, fin 88. Moi je suis arrivée pendant la grosse période de changement du quartier, que je ne connaissais pas avant du tout. En fait, il y avait déjà des arrivées de non-cheminots sur le quartier, ce qui était quand même nouveau, puisqu'avant les gens vivaient entre cheminots. Les personnes se sentaient quand même abandonnées. La SNCF se retirait. C'était un quartier à part entière, mais pas un quartier de la ville, c'était une cité. Et donc notre travail, c'était d'abord un travail de réflexion, parce qu'on s'est bien rendu compte que les non-cheminots, il fallait aussi des structures pour les accueillir et des services. Nous, on était qu'au regard des cheminots. Ça a été un peu mal vu au départ, parce qu'ils se sentaient... ils avaient l'impression qu'on les quittait, quoi. Donc ils ont bien compris qu'on faisait ça pour eux, pour qu'il restait quelque chose après notre... si on devait partir, mais c'était difficile à accepter. Et vous l'avez vécu comment cette période ? Les personnes se sentaient... Ils avaient peur de tout perdre. Et je crois qu'on a fait le nécessaire pour que ça puisse rester, et que ça puisse continuer et perpétuer. Quand je vois qu'elles sont encore là et que... Et qui est encore là ? J'ai rencontré une dame à qui j'ai fait... Enfin, on a fait des cours de couture ensemble, des cours de cuisine, avec les souvenirs qui sont derrière. Ça me prend l'émotion. Et qui est là donc aujourd'hui au club de tarot, c'est ça ? Ben oui, ça me remue. Bon, c'est un quartier qui est chargé d'émotions quand on en parle finalement, c'est vrai. J'y suis là et c'est vrai que j'ai passé tant d'années là. Et après, c'est vrai que nous, on a été regroupés dans le bâtiment du centre social. Monique et puis Anne-Sophie Dubrul, conseillère en économie sociale et familiale. Oui. Tout le travail qu'on a fait de partenariat avec la mairie fait que la mairie a racheté les bâtiments et ont ouvert ce LCP. LCP, local collectif de proximité, c'est ça, d'accord. Ce qui fait que quand le relais a été passé au niveau de la mairie, les habitants n'ont pas changé de bâtiment, ont continué à fonctionner. Donc voilà, c'est en gros le travail qu'on a pu faire pour passer un peu le relais aux autres habitants. Est-ce que vous avez un souvenir ou une anecdote au dispensaire ? La plante qui me poussait dans le mur. Tous les ans, on l'a tuée. Dans la maison du docteur, il y avait une plante qui poussait dans le mur. Je jure, elle entourait une des pièces. À l'intérieur, c'est moi tous les ans qui la coupée. Ah oui, mais mettait même des désherbants. Dans le grenier, moi j'ai... dans le grenier, ah oui. Oui, elle habitait la pièce. Ah oui, oui. Une espèce de vigne vierge, je crois que c'était un genre... Mais incapable de la tuer, cette plante. Elle poussait tous les ans. Ce que je me souviens surtout, c'est avec les enfants qu'on a préparé les concours pour l'euro. Les enfants venaient au dispensaire pour s'entraîner. L'euro, et j'avais ramené des faux euros, puisqu'on ne les avait pas encore en plastique, et faux billets. Et on s'amusait à jouer déjà aux euros.
Donc là, le dispensaire, il y a eu des soins pour les nourrissons, il y a eu des orthophonistes, il y a eu des cours de couture et il y a eu des entraînements à des concours de passage à l'euro. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup dans ce bâtiment. On a fait beaucoup de choses. Oui. Retrouvez la série de podcasts La Maison du Docteur en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast. Si vous avez aimé cette enquête podcast, retrouvez d'autres ressources sur patrimoine-sncf.com et icfhabitat.fr.